Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast est soutenu par cocorico.com, le site d'emploi leader spécialisé hôtellerie-restauration, où vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité. Il collabore tout aussi bien avec des établissements étoilés, en passant par les groupes hôteliers, les franchisés, mais aussi les établissements indépendants comme les brasseries et petits bistrots du coin. Et dans le cadre de ce podcast, vous avez droit à 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Denis Imbroisi découvre la gastronomie à 14 ans dans les cuisines de son père à Mantoue avant de se perfectionner dans les plus grandes maisons de l'emblématique San Domenico a Imola au Jules Verne d'Alain Ducasse en passant par Mauro Colagreco et William Ledeuil. Remarqué dans l'émission Top Chef, il ouvre ensuite son propre restaurant à Paris, Ida, puis Epoca, Malraux et plus récemment Ischia où il célèbre la richesse des terroirs italiens avec une touche contemporaine et solaire. Chef passionné, entrepreneur et ambassadeur de la cuisine italienne, Denis Imbroisi nous invite à un voyage fait de partage, d'émotions et de saveurs. Je suis très honorée de l'avoir aujourd'hui au Studio Module. Bonjour Denis. Buongiorno, ciao, come stai? Il nous amène le soleil. Alors, il faut quand même préciser qu'on enregistre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il neige. Il neige, ça c'est une catastrophe. Attends, c'est pas de la neige. Donc, apporte-nous s'il te plaît le du soleil et sûr. L'orange et le jaune de l'Italie. Bien évidemment. Et pas que ça, les odeurs aussi. Alors, peux-tu nous raconter ton parcours? Comment un jeune Italien en vient à devenir chef reconnu à Paris? Bravo déjà pour ce parcours. Merci. Écoute, j'arrive en France avec une valise et beaucoup de faim. Et pas faim de réussite, pas que ça, mais aussi faim d'essence. J'ai cherché vraiment du sens à ma vie. Et l'étape française, c'était l'étape obligatoire pour un cuisinier parce que on dit tous que les cuisiniers français, c'est les plus grands techniciens du monde et que pour devenir bon, il faut passer par la France, se former en France. Donc, nous, en Italie, on a la tchatch, les produits, les savoir-faire, les côtés commerçants. Je trouve qu'en France, vous avez la rigueur et je suis vraiment venu chercher ça. C'est un peu comme si je partais faire de l'armée, entre guillemets. Génial. Donc, une vraie expérience que tu cherchais? Une vraie expérience. Oui, j'ai trouvé plus que ça. J'ai trouvé ma femme, ma fille aujourd'hui. J'ai trouvé ma vie. J'ai trouvé ma vie, voilà. je me suis bien adapté, je trouve. Les Français m'ont bien adopté. Et c'est devenu vraiment ma nation des cœurs. Et au-delà de ça, je ne me vois pas ailleurs qu'ici, quoi. Alors, du coup, tu as travaillé avec des grands noms. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de côtoyer ces ambassadeurs de la gastronomie et de la culture française? Et j'arrive chez Mauro Colagreco en Menton, j'avais 20 ans, 21 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et j'avais jamais étudié ça à l'école. C'est vrai. J'avais étudié l'espagnol. En fait. Pas du tout. Et j'avais quitté mon poste chez Perbellini. J'étais chef des parties à l'époque, avec un CDI et tout. Donc tout le monde disait, mais pourquoi tu pars? C'est 2 étoiles Michelin, c'est bien et tout. J'ai dit non, j'ai envie d'apprendre une autre langue, j'ai envie de voyager, je suis jeune, je peux le faire maintenant. C'était ça en fait. À la base, j'étais venu faire 3 mois de stage chez moi au Colagreco pour après rentrer chez Perbellini. Et au final, je suis resté 3 ans. Je me rappelle la première fois que je passe vraiment en cuisine parce qu'à la base, j'étais attribué, non, même pas stagiaire, à la cueillette. J'allais chercher tous les matins à 6h. Il y avait Mauro Colagreco qui venait me chercher dans ma chambre parce que j'habitais sous le restaurant. Et on allait chercher à 6h du matin les herbes, les plantes, les fleurs. Je me suis fait une culture. Aujourd'hui, je connais plus de 100 variétés des plantes différentes, herbes, légumes aussi. Et c'était un moment de partage avec lui déjà, même si c'était tôt le matin, c'était quand même exceptionnel. Oui. On avait une vue magnifique sous la mer, c'était vraiment un paradis là-bas. À un moment donné, les chefs des parties au garde-manger, il part sur un coup de tête vexé du remarque du chef. Et du coup, Mauro, il me passe au garde-manger, il m'a traduit le menu du français à l'italien. Il m'a dit, il m'appelait petit connard à l'époque, encore aujourd'hui, mais c'est rigolo entre nous, entre guillemets, hein, c'est vraiment affectueux. Il me disait, si tu n'apprends pas le français là, en une semaine, t'es viré aussi. Donc tu vois, c'était quand même beaucoup de pression. Mais moi, j'ai toujours marché comme ça. Ah, j'adore.
moi, cette pression-là, c'est ce qui me pousse vraiment au-delà de toutes les limites. C'est pour ça que j'adore aussi faire les concours. J'aime bien cette adrénaline, j'aime bien cette pression. C'est là où on donne les meilleurs de nous-mêmes quand on est en difficulté. Quand tout va bien, quand t'es sur ton canapé. Mais trop de confort. Trop de confort, ça va pas. Bien sûr. Exactement. Mais on en parle beaucoup en cuisine, dans les cuisines justement, même des grands étoilés. On dit que c'est assez intense, agité, que du coup, il n'y a pas de répit. Mais en fait, finalement, je pense que c'est de là qu'on arrive à sortir l'excellence. J'ai fait une comparaison. Ma femme, elle est danseuse professionnelle. Elle a fait 20 ans de carrière. Elle a fait danser avec les stars. Elle est championne du monde. Elle est championne de France et championne d'Italie. Elle s'entraînait 14, 16, 18 heures par jour avec son frère, avec ses équipes. C'était rude, c'était compliqué. On l'a poussé au bout, mais c'est ça l'excellence en fait. Aujourd'hui, si tu veux toucher les Graals, quand je parle des 3 étoiles, etc., il faut aller piocher là-dedans. Après, tu as d'autres façons d'exercer le métier. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Aujourd'hui, je cherche le métier différemment. Mais effectivement, oui, si tu veux toucher vraiment l'excellence et aller toucher le Graal, c'est comme ça. Oui, puis du coup, c'est une vraie résignation aussi sur toi-même. C'est ça. C'est un sacrifice, complet. Mais derrière, une fierté incommensurable. Je t'ai fait les hommes parfaits. Mon chef, mon maître, celui-là que j'ai toujours suivi, c'est Perbellini en Italie. Lui, il a touché la 3e étoile Michelin à 60 ans cette année. Et toi, elle était émue. C'est quelque chose où il s'est battu toutes ces années. Un accomplissement. Chose qui est ma vision à moi, elle est différente de la sienne. C'est-à-dire que moi, je prévois d'autres choses pour moi. Chacun, en fait, trouve son créneau. Il y a qui va cuisiner pour faire des livres, qui va cuisiner pour faire de la télé, qui va faire des restaurants, de l'hôtellerie. L'essentiel, c'est de se connaître aussi et de faire ce qui correspond à ce que tu veux. Il n'y a aucune critique à dire, au contraire, aucune comparaison. Mais c'est bien pouvoir y goûter, pouvoir tester chaque chose. C'est que je dis aux jeunes aujourd'hui, ne vous enfermez pas que dans une cuisine étoilée, allez piocher, voir des voyages, des cuisines du monde, des cuisines différentes, allez voir aussi ce qui s'y fait ailleurs, la légèreté, la régularité, etc. Donc, de toute façon, c'est Bocuse qui disait qu'une des qualités, c'était d'être curieux. Ah ben oui, Ducasse m'a toujours dit, Denis, il faut savoir faire, mais surtout faire savoir. Ça, c'est une chose que j'ai compris vite. Et la communication, c'est indispensable aujourd'hui. Bien sûr, merci déjà. Quand tu ouvres ton premier restaurant, Ida, quelle était ton ambition? Qu'est-ce que tu voulais et comment tu as réussi à mettre ta patte, ton identité dans cet établissement? Alors, Ida, ça a beaucoup de sens pour moi parce que c'est le prénom de ma sœur déjà. J'avais 27 ans quand j'ai ouvert et je l'ai fait seul, sans aucun partenaire, associé. Et aller chercher un crédit, déjà, c'était pas évident. C'est-à-dire que j'ai tapé à la porte au moins une quinzaine de banques, quinzaine de refus. Il y a que BNP Paribas qui m'a suivi et je suis encore fidèle à eux aujourd'hui. C'est-à-dire que tous mes projets, je les ai faits après avec la même banque. Tant pis pour les autres. Ils savaient pas, ils ont loupé une perle. Attends, je me rappelle, j'avais fait Crédit du Nord à Opéra. J'étais allé voir là-bas. Quand je demande mon crédit, les messieurs me raccompagnent à la porte en disant « Vous êtes fous, c'est pas parce que vous avez fait Top Chef qu'on peut vous donner... » Donc c'était vraiment démoralisant, quoi. C'est dingue cette négativité. C'est dingue, oui, c'est dingue, franchement. Et après, voilà, au fur et à mesure, les rencontres. Et après, il y a aussi Alain Ducasse qui m'a beaucoup aidé sous les contacts, etc. Donc, ça m'a permis vraiment d'accéder à ça. Mais quand tu es jeune, quand tu n'es pas formé pour ça, c'est très compliqué. Il faut beaucoup lire. C'est ça que je dis à tout le monde, vraiment, lisez. Il y a des livres qui vous forment. Il y a des personnes qui vous amènent aussi à rencontrer les bonnes personnes. Et donc, forcément, après, des fil en aiguille, vous trouvez votre route. Mais... Oui, parce qu'il faut faire comprendre aussi aux gens que de bien cuisiner ne garantit pas que tu vas être un bon entrepreneur et de tenir un restaurant. Parce que tenir un restaurant, c'est pas que être en cuisine. C'est 2 métiers complètement différents. Je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, je suis psychologue, livreur, comptable. J'ai fait communicant. Tu fais de la publicité, tu fais de recrutement, de la formation. Tu n'écris pas qu'une assiette. Quand tu parles des chefs de cuisine, je dis je ne suis plus qu'un chef de cuisine. J'ai dû apprendre vite à gérer une caisse enregistreuse, à faire une carte des vins, à comprendre les vins, comment vendre, c'est comment faire un menu, comment calculer les prix d'un plat, combien acheter, à combien vendre, calculer la TVA. Et en France, c'est pas facile. Il y a plein de trucs à calculer. Il y a beaucoup de règles. Pourquoi il y a moins de règles en Italie? Si, mais d'ailleurs, j'ai jamais fait aucun business là-bas, donc je pourrais pas te dire à 100% les différences, mais je trouve qu'on est mieux accompagné en France, quoi qu'il. Parce qu'en Italie... C'est bien de le dire, parce qu'on a tendance à croire qu'on est toujours laissé à l'abandon.
jargon comme ça? Non, parce que tu as beaucoup de gens qui vendent leur formation et tu trouves facilement, dès que j'ai une lacune, moi par exemple, je me forme directement auprès de quelqu'un qui sait faire ce travail-là, qui sait manipuler une caisse, qui sait manipuler un ordinateur pour créer la meilleure chose. Et aujourd'hui, on a un ChatGPT quand même. Merci, Chat. Qui grâce à ça. Tu sais que j'ai donné un nom. Attends, comment? Il s'appelle Gusto. Gusto. Ciao, Gusto. Voilà, ciao Gusto. Ah, je te promets. Non, mais c'est vrai, bien sûr, il nous aide aussi sur plein de plans. Bah oui. Et, mais c'est important aussi de le répéter parce que tu sais, t'as un gros fantasme aussi avec tous les restaurateurs. Déjà, les gens pensent qu'on est blindés. Voilà, Bien sûr. Ceux qui travaillent dans la restauration sont archi riches, mais que c'est facile. Il faut aussi le répéter ça à la jeunesse qui en plus tu as fait Top Chef. Bien sûr. Top Chef, c'est tout un. Je trouve que c'est assez ambivalent parce qu'il y a cette facilité de dire quand on sort de Top Chef, tout est accessible et en même temps, ça doit pas être si facile que ça aussi. Comment ça s'est passé le après? Tu dois être prêt parce que la critique est facile. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt et que tu te trompes sur quelque chose, t'es visé du doigt. Que ce soit aussi par les clients, par les journalistes, par tes salariés, par les voisins, les concurrents. Donc, tu es tout de suite visé. Et même au niveau des contrôles, hein. Moi, des contrôles d'hygiène, etc., j'en ai tout le temps, tous les ans. Il y a des restaurants qui sont ouverts depuis 20 ans qui n'en ont pas. Mais en fait, vu que c'était telle personne, ok, tu as tel restaurant, ils passent tout le temps, ils passent souvent, parce que ça leur fait plaisir peut-être aussi, hein, je sais pas. De te voir, oui. C'est ça. Est-ce que tu leur payes un verre à chaque fois? Non, un petit café, un espresso. Ristretto. Et donc, non, il y a ces doubles tranchants. C'est-à-dire que ça peut parfois faciliter certaines choses. Négocier, par exemple, l'achat de certains produits, du matériel, ça oui. Exactement. Okay. Donc ça, tu peux, si en plus tu es bon négociateur, alors là, tu peux te faire plaisir, tu peux arriver à avoir des beaux produits, des belles choses au bon prix, en tout cas au prix que toi, tu aimerais bien utiliser. Et par contre, pour le reste, il faut faire attention à tout. C'est-à-dire que tu fais une erreur des mains, tu fais tomber malade quelqu'un dans ton restaurant, c'est fini. Tu as une pression constante tous les jours. Demain, tu veux manger chez moi, tu as une intoxication alimentaire, ben c'est fini pour moi. Et n'importe quoi. Hein. Demain, il y a un salarié qui tombe des escaliers et qui dit l'escalier n'était pas sécurisé, machin, c'est fini aussi. Tu vois, il y a plein de facteurs que parfois tu ne contrôles pas parce que tu es amené à gérer d'autres problèmes qui peuvent facilement te mettre au plus bas, quoi. Merci donc, en tout cas pour évident. ces coulisses, Bien c'est sûr. Intéressant. Et comment tu définirais ton identité culinaire alors? En 3 mots, attention, parce qu'on sait qu'on est pipelette quand on est italien. Non. En 3 mots. Moi, je dirais qu'elle est généreuse, elle est authentique et elle est colorée de saison. Très bien. Et un exemple, qu'est-ce qu'il y a à la carte aujourd'hui de Ida? Des Ida aujourd'hui, alors, ça c'est une bonne question, tu as plein de choses. Parce que nous, on change la carte au moins tous les 3-4 semaines. Là, on la change demain, par exemple. Et en ce moment, on avait des capelletti à l'encre des sèches avec une farce des lieux jeunes. Alors, il est 17h30, ça donne envie. On avait un risotto cacio e pepe, poire et truffes. Poire et truffes. Oui, ça c'est très bon. Ouais. On a notre dessert signature du plat d'entrée, c'est cette mousse au chocolat avec, à la place de la fleur de sel, on met du capre déshydraté. Donc, tu ne sens pas vraiment le capre fruit, de la fleur de sel. Excusez-moi l'accent parfois, me fait manger des mots. Mais... Capre déshydraté avec du chocolat. C'est ça. Et ça amène cette touche salée. Salin. Alors, tu n'as pas le goût du capre quand tu manges un vrai capre, mais tu as le côté salin qui vient réveiller. Et ça exauce les goûts du chocolat. Bravo. Donc, tu as plein de choses. Créatif. Alors, chez Ida, c'est vraiment une cuisine, je dirais, gastronomique, avec cette influence française et italienne. Et tu t'éclates. Et je m'éclate parce que après, sur place, j'ai un très bon chef qui s'appelle Viter, avec lesquels on kiffe travailler ensemble, etc. Et on crée et on change très souvent, quoi. C'est ça que j'adore, en fait, ne pas rester sur les mêmes choses. Après, il y a des restaurants, malheureusement, alors pour te faire un exemple parfait, quand j'ai ouvert Ida, on a été connu et élu la meilleure carbonara par les Figaro. Cette année, comme j'ai fait des travaux, ça faisait 10 ans qu'Ida était ouvert, j'ai dit, tiens, j'enlève la carbonara de la carte. Et il y a beaucoup de clients qui viennent et la demandent. Donc, les clients qui connaissent, qui viennent, on leur fait. C'était le drame, oui, c'était le drame. Mais je l'ai fait exprès parce que sinon, même nous, on faisait toujours la même chose. Et en fait, tu es trop lié à un plat et après, tu kiffes plus, tu prends plus du plaisir parce que tu es lié à quelque chose. Bien sûr, ce qui est génial aussi en cuisine, c'est la liberté illimitée. Tu peux partir dans tous les sens et puis varier. Alors, si on revient sur la carbonara, parce qu'il y a quand même tout un sujet, est-ce qu'on peut en profiter pour raconter la vraie recette de la carbonara? Évidemment. Parce que la crème, on oublie.
La crème, on oublie. C'est Les pas possible. lardons, tu oublies. Ah non, c'est vraiment... Ça, c'est pas bien. C'est pas sérieux, entre guillemets. Si tu veux vraiment bien la faire, il faut le faire comme à Rome. Donc, il faut du pecorino romano, Oh là là. des jaunes d'œufs, du guanciale et Évidemment. beaucoup de poivre. Ouais. Moi, j'ajoute aussi un ingrédient secret. Ça, on ne saura pas. Si je vous le dis quand même. Ah là là. C'est un trop de la soupçon d'amour. Oh, évidemment. Ça fait toute la différence. Évidemment. Non, mais surtout, tu utilises l'eau des pâtes. J'utilise l'eau des pâtes. Alors, c'est une règle simple à respecter à la maison. Pour un litre d'eau, vous pouvez cuire 100 grammes de pâtes avec 10 grammes de sel. Et ça, c'est la bonne quantité d'eau et de sel pour cuire les pâtes. Après, sur votre paquet de pâtes sèches, vous avez les temps de cuisson, par exemple, 13 minutes. Moi, je vous conseille toujours de goûter les pâtes au moins 2 minutes à l'avance. Ne rincez surtout pas ça à l'eau parce qu'autrement, vous enlevez l'amidon. Et ensuite, vous enrobez avec votre sauce les pastas. Et c'est là où vous avez vraiment la différence. Parce que parfois, en France, vous enlevez les pâtes, vous les mettez dans l'assiette et vous mettez la sauce sur les pâtes. C'est dommage parce qu'il faut enrober les choses, il faut les embrasser, il faut les lier entre elles. Les réconforter dans la sauce. C'est ça. Il faut que ce soit baveux en plus. Bah oui, bien sûr. Merci, c'est formidable. Et comment est née l'opportunité de reprendre le restaurant de Monsieur Lignac ? Alors, Lignac était à Top Chef quand j'ai fait Top Chef 2012. Lui, c'était un peu, pas un jury, mais c'était un peu le parrain, celui-là qui venait nous présenter des épreuves d'immunité. 2012 2012, ouais. Et du coup, je l'ai beaucoup côtoyé à l'époque. J'ai toujours habité pas loin du restaurant. Et à force des choses, parce que j'adore ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est juste et bon. Je m'inspire beaucoup de lui, de sa carrière. Et du coup, comme j'allais souvent manger et que lui voulait vendre, voilà, on s'est mis d'accord sur une belle transaction qui s'est faite très rapidement. J'en ai mis 2 mois et demi pour faire la transmission. De novembre et en janvier dernier, j'ai pris le restaurant. Les 20 janvier, j'ai signé. Les 25, j'ai ouvert. Et après, c'est quelque chose, c'est que Ischia, c'est une île, ça raconte déjà beaucoup d'histoires du sud, d'où je viens. C'est cet esprit-là que j'adore, cette déco qu'il avait déjà fait, que je n'ai pas du tout transformé. J'ai juste amené ma patte personnelle, mes racines et mon authenticité dans les plats, dans le service. Mais sinon, voilà, le nom était déjà juste parfait. Je l'ai voulu le garder parce que j'étais déjà amoureux de ces lieux et de ces restaurants, parce que j'habite vraiment à 500 mètres. Moi, pour le coup, je connais très bien quand c'était le 15e. Ah oui, mais Altitude. 20 ans, il était là-bas quand même. C'est quand même, il a fait un bout de son schéma. Quand il m'a donné les clés, il m'a dit je te donne ma fille dans les mains comme si c'était un enfant, parce que c'est quand même beaucoup de temps que tu passes dans un lieu, donc tu t'attaches aussi. C'est vraiment une maison. En fait. Oui. Je pense que, comme tu dis, tu passes combien de temps dans tes restaurants ? En tout cas, dans les deux là. Ida, je pense que j'ai passé 1 heure, je sais pas, 10-15 heures par jour pendant au moins les 5 premières années. C'est énorme. C'est énorme. Et après, en plus, on était ouvert 7 jours sur 7. Donc 7-7, tu calcules vite. Midi soir ? Midi et soir. Moi, je prends des vacances l'été. Pas le dimanche. Si, le dimanche aussi. Dimanche aussi, ouais. Ça, c'est aussi un autre sacrifice, tu vois. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. Après, quand je prends des vacances, je prends 4-5 semaines d'un coup. À Noël, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, je prends un peu plus de temps pour ma famille, pour ma fille. Mais quand tu es célibataire ou juste un couple, tu fonces. Bah en fait, c'est ça aussi qui fait la différence. On parlait de l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait la différence. Quand tu es chef, effectivement, tu fais tes horaires, tu es hyper engagé par rapport au restaurant. Mais quand c'est ton propre bébé, tu sais qu'il faut c'est jour et nuit. C'est jour et nuit, tu lâches rien. Et c'est ça aussi le secret. Jamais rien lâcher, jamais être fatigué, jamais. C'est un état d'esprit. Jamais se plaindre. Jamais se plaindre. C'est vrai. Ouais. On est dans un pays où on se plaint beaucoup pour peu de choses. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne mesure pas la chance. Parce qu'on fait aussi des choses un petit peu sociétales. On a un débat. On ne mesure pas la chance de ce que vous avez, en fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive en France aussi parce qu'en Italie, on a 6 jours de travail, 1 jour de congé. Normalement, c'est le lundi. Et on a entre 3 et 4 semaines des congés payés par an. En France, c'est beaucoup plus que ça. Et déjà, tu as 2 jours de congés consécutifs, c'est énorme. Toi, c'est monstrueux. Donc déjà, quand tu penses à ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Italiens qui, encore aujourd'hui, viennent travailler à Paris. Ouais. Je récupère beaucoup d'Italiens de chez moi aussi. Et pourquoi, toi, tu n'as jamais voulu lancer un business là-bas ? En Italie ? Parce qu'il faut être dans une grande ville, Milan, Rome. Si tu pars à la campagne, tu es un peu esclave du fait qu'il faut travailler le dimanche midi, il faut travailler... Moi, j'ai toujours construit les choses pour que j'aie ma liberté là où je la veux. Et travailler plutôt le week-end et pas la semaine. Je préfère plutôt travailler la semaine et pas le dimanche, par exemple. C'est un peu sacré pour nous les dimanches, les Italiens. Petit à petit, j'y arrive, en fait. Donc, c'est ça qui est chouette. Bravo.
Quelle importance accordes-tu aux producteurs et au sourcing? Comment tu travailles avec tous les artisans qui font aussi le succès de tes cartes et de tes menus? Alors, moi, je dirais 70% c'est le produit et le sourcing et 30% c'est le respect que tu portes à tout ça. C'est hyper important aller chercher les bonnes choses et surtout créer le lien avec les personnes qui le produisent pour transmettre la bonne émotion. Et quand tu crées un plat, quand tu crées quelque chose, il faut avant tout l'émotionnel. Si j'ai pas d'émotion, je démarre pas une nouvelle assiette, tu vois. Tout démarre d'un sentiment, de quelque chose qu'on doit raconter ou transmettre. Ouais, Ça peut être un souvenir, ça peut être une émotion, ça peut être de l'amour vers un produit, vers une nation, vers un plat, vers une recette. Mais tu dois quand même chercher cette émotion-là pour que les plats soient vraiment bien réalisés. et donc toi, comment tu arrives à gérer? Parce que quand on cuisine, moi je cuisine aussi parce que je suis chef, mais quand on cuisine et qu'on va chez les autres, comment tu associes ton émotion avec l'émotion que la personne, le chef, a voulu mettre dans son plat? C'est compliqué ça. Ah ben alors, soit c'est une cuisine lisible parce que c'est une cuisine italienne, espagnole, donc tu connais un petit peu les codes parce que tu es parti en vacances, tu as déjà mangé la côtelette milanaise, tu as déjà mangé un tiramisu, tu as déjà des Arrête souvenirs avec qui tous sont ces liés à mots-là, ça. c'est pas possible à cette Mais heure-là, tu vois, c'est terrible. il y a déjà de l'émotion. Donc, il y a Exactement. Et pas- des souvenirs. Et des souvenirs. Et des Donc, il n'y a pas trop besoin d'expliquer verbalement. Ouais. Tu vois quelque chose, tu lis sur la carte, tu as déjà une émotion qui se passe. Et tu dis, tiens, je veux ça parce que je vais me réconforter avec tel plat ou parce que ça me rappelle. Ça déclenche quelque chose. Ouais. Si par contre tu vas chez quelqu'un, un grand chef, dans un 3 étoiles par exemple, il te fait une création d'un menu dégustation, des plats que tu n'as jamais vu ni vu ni connu, il te faut une explication pour que le chef ou l'équipe du chef t'amène sur le chemin de cette émotion-là. C'est exactement ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des 3 étoiles où j'avais pas d'émotion. Et parce Parce qu'on t'a que mal personne- expliqué, parce qu'on t'a accompagné. Pas lisible, mais c'est exactement ça. Donc moi j'ai la Exactement. chance d'avoir cette facilité-là, c'est que je suis italien. Et pour les Français, la cuisine italienne, c'est une des cuisines les plus aimées, je pense. Bien sûr. Ouais, bah oui, il n'y a pas de doute. Oui. Alors justement, est-ce que ta vision de la gastronomie italienne qui t'est si chère a changé au contact de la scène culinaire française? Comment tu as réussi à faire finalement ce mélange, cette interpénétration entre tes deux cultures? Moi, écoute, ce qui m'a donné, c'est vraiment cette rigueur, cette structure que peut-être je n'avais pas avant quand j'étais en Italie. Et c'est ça qui m'a vraiment amené la France. C'est tous ces bagages-là, des structures, des fondations solides. Et ensuite, derrière, mais après, effectivement, j'ai travaillé avec William Ledoy, qui est un très grand chef des cuisines, et aussi, c'est quelqu'un qui arrive à structurer parfaitement ses restaurants. J'ai beaucoup appris sur la gestion par lui. Si j'ai fait d'autres comparaisons, chez Marocco Greco, j'ai appris plutôt l'instant, plutôt l'émotion du produit, l'expression du produit pur. Chez l'Induca, c'est plutôt la gestion des équipes, la structure d'une grande entreprise. Et en fait, chacun d'eux, j'ai choisi vraiment les chefs avec qui je voulais travailler par rapport à ce que je pouvais piocher Donc, dedans. C'est un puzzle, C'est et un après, puzzle, tu as oui. pris et tu Par t'es rapport à ce qui me approprié. manquait, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est vous pouvez le faire dans n'importe quel métier, hein, dans la médecine. Demain, tu veux devenir chirurgien esthétique, tu vas piocher chez les meilleurs, c'est qu'il te manque, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu disais au début, être cuisinier, c'est pas pareil qu'être chef d'entreprise. Et puis après, je crois que c'est vraiment une mentalité, là, la mentalité d'être ouverte aussi sur les autres et de dire je vais prendre les meilleurs des autres pour après créer moi-même mon univers. Ça sort de l'ego aussi, parce que non. Il faut pas avoir de l'ego. il y a beaucoup d'ego. Bien sûr, Et évidemment. souvent, les gens sont auto-centrés en se disant c'est moi le meilleur et les autres, ce sont des concurrents, alors qu'il faut voir ça comme des pairs, vraiment. Exactement. Dans le sens où ils vont m'apporter quelque chose. Non, la génération d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est plus consensuelle là-dessus, parce que même nous, entre potes, mes meilleurs amis, Juan Abella et Julien Duboué, on a des groupes WhatsApp, on se voit au moins une fois par semaine, on se concerte énormément, que ce soit sur la gestion, sur la création, sur un plat, ou j'ai besoin d'une recette, ou d'un conseil financier, peu importe. Et on partage énormément entre nous parce qu'on n'a pas de jalousie, au contraire, on s'est liés pour qu'on réussisse ensemble. Et c'est ça notre force d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui, les collectifs, oui, tout à fait. Super. Quelle est la plus grande fake news culinaire que tu aies entendue sur la cuisine italienne? Des préjugés que tu as envie de déconstruire, là, qui te saoulent, que tu vois sur les réseaux ou que tu entends? Il y en a un, c'est facile de faire des pâtes, on peut les faire à la maison. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que
plus c'est facile, plus c'est compliqué à réaliser quelque chose de correct et bon. Mais évidemment. Parce que tu peux pas dire la technique, mais tu peux pas tricher en fait. C'est l'évidence. Intéressant. Ouais. Quel conseil tu voudrais donner justement à un jeune chef qui rêve d'ouvrir son restaurant? De ne pas chercher à être connu, mais de chercher à être vrai. Ça c'est le plus grand. Ouais. Parce que quand tu es fidèle à toi-même, quand tu suis ta ligne de conduite, quand tu sais c'est qui tu es et où tu veux aller, il n'y a rien de plus puissant en fait. Peu importe l'argent, la notoriété, et surtout il ne faut pas regarder ce qu'ils font les autres. Moi je déteste regarder ou voir qui a plus de restaurants, qui a plus de chiffres d'affaires. Oui, du coup, te dévaloriser par rapport à ça aussi. Et malheureusement, les réseaux sociaux font ça. Ah, tiens, il a plus de likes, il a plus de followers. On s'en fout complet. Est-ce que t'es vrai? Est-ce que tu livres un message qui est authentique? Toi, t'as un peu bossé sur toi, non? C'est-à-dire? Je sais pas. T'as un discours quand même qui est oui, de j'ai montrer. Beaucoup travaillé sur moi. Voilà, non, mais un peu introspectif. Tu vois, moi, ça résonne beaucoup avec qui je suis aussi. Parce que ce côté introspectif, de parler de vérité, de parler d'identité, de parler de rapport à l'autre, c'est très puissant et on l'entend très, très peu, en fait, dans la gastronomie. Oui. Un peu, comment dire, comme tu disais, consensuel et puis médiatique, parce que tu es un personnage médiatique. Mais écoute, j'ai été formé, j'adore me former sur tout type de choses. Je suis quelqu'un de très curieux. C'est peut-être ça ma force au final, tu vois. Je cesse jamais d'apprendre et dès que j'ai une curiosité sur un sujet, je vais les piocher, je vais m'intéresser jusqu'à quand je le connais par cœur. Et il y a un truc qui m'a tétillé quand j'ai fait Top Chef, c'était un journaliste m'a dit, mais de toute façon, vous êtes tous choisis par rapport à l'énagramme. Je dis, qu'est-ce que c'est l'énagramme? Ouais. Tu connais ou pas? Bah ouais, bien sûr. Et ils là, en ont parlé. C'est une journaliste qui m'en avait parlé. Oui. Incroyable. Donc j'étais curieux de ça et je me suis dit, tiens, en fait, je suis juste rentré dans une case au final. On m'a pas choisi parce que, ok, l'italien, l'accent, la case, elle est cochée, tu vois, l'étranger, machin. Et au final, quand j'étudie, aujourd'hui, j'ai une coach qui s'appelle Céline, d'énagramme. Je vous partagerai après son réseau parce qu'elle est incroyable. Bien sûr. Elle nous coach à toute l'équipe. On veut connaître Céline. Oui, Céline va nous aider sur plein de choses. Elle est exceptionnelle. Attends, alors, est-ce que j'ai son nom de famille? Rappelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est 9 types de personnalités qui sont dans le monde. Après, il y a des sous-types, 3 types de sous-types. Donc, ça fait en tout 27 profils, si tu veux vraiment aller pousser le truc jusqu'au bout. En sachant que 50% de ton profil est fait par ton numéro de l'énagramme et 50 autres est fait par ton sous-type. Et ensuite, ce qui est chouette, c'est que déjà, tu vas apprendre à te connaître toi-même avant tout. Et ensuite, quand tu le fais avec tes équipes, moi je le fais tout le temps avec mes équipes au moins 2 fois par an, surtout avec les personnes qui sont vraiment autour de moi, tu peux mieux communiquer avec eux et aller chercher les choses de la bonne façon, sans pression, sans autorité, avec un leadership différent. Alors, aujourd'hui, moi je fais une différence entre être chef ou être leader. Toi, c'est vraiment 2 choses complètement différentes selon moi, parce que parfois un chef est trop autoritaire, tu fais ça et par exemple tu fais ça et tu n'as pas le choix, c'est comme ça et pas autrement. Je pense que quand tu es leader, tu peux donner un exemple à suivre. C'est tout le côté vertical ou horizontal. C'est ça, tout à fait. Et l'énagramme t'apprend ça. Quand tu le pousses bien, quand moi, je connais le disque. Tu connais le disque? Disque aussi, bien sûr, les couleurs aussi. Voilà, bah oui, évidemment. Les profils de personnalité, effectivement, te permettent d'aborder la communication autrement. Et quand tu es dans une équipe, alors après, restaurant ou pas restaurant, tu vois, mais dans une équipe, ça te permet, toi, de te positionner et après de voir aussi où tu positionnes les autres. Mais même en famille, hein, moi, j'ai vu des gros changements. C'est vrai. Avec ma sœur, avec mes parents. Alors après, il y en a certains qui disent « Ah, ça devient de la manipulation ». Dans un certain sens, oui, mais c'est de la manipulation positive, bienveillante. Évidemment. C'est pas négative. C'est-à-dire que dès que tu connais tes armes, ton savoir-faire et aussi comment ne pas t'énerver, comment ne pas te vexer. C'est de l'ajustement, tu vois, ou du rééquilibrage. Exactement, rééquilibrage, j'aime bien ça. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Quels ont été les plus grands défis pour imposer justement une cuisine italienne moderne à Paris, même si la gastronomie italienne est quelque chose de très, très, très prisé, mais comment on arrive à dire, ok, je suis un Italien qui à Paris va imposer ma cuisine, ou même si tu fais du franco-italien, j'imagine, mais quelle a été ton évolution par rapport à ça? Mon évolution, ça s'est traduit avec les restaurants que j'ai ouverts. Parce que chez Ida, j'ai toujours fait une cuisine un peu égoïste. Du fait, j'ai cuisine, c'est que j'ai envie de cuisiner et manger moi-même. Et j'ai marié la cuisine italienne avec la cuisine française.
Et après quelques années, les clients m'ont commencé à dire ah mais c'est pas vraiment en italien. Donc c'est là où ça m'a un peu titillé Ah, et ça m'a donné envie d'ouvrir Epoca en 2017 où c'est une cuisine vraiment authentique italienne. Notre plat signature là-bas c'est les artichauts frits à la juive, les cacio e pepe également. alors, t'en as parlé tout à l'heure, les cacio e pepe. C'est quoi? Cacio e pepe c'est du pecorino avec du poivre et c'est cette émulsion que tu fais avec l'eau de cuisson des Donc pâtes. que du fromage, il n'y a pas de légumes. Non, il n'y a pas de légumes. Cacio e pepe. Cacio, c'est vraiment le fromage de brebis, avec beaucoup de poivre noir. Après, c'est très facile en italien. Si par exemple, à la cacio e pepe, tu ajoutes les guanciale et un jaune d'œuf, ça fait une carbonara. Bah oui, en fait. Donc tu vois, si tu ajoutes les guanciale et la sauce tomate, ça te fait une amatriciana. Et en fait, au fur et à mesure, si tu ajoutes juste les guanciale, ça fait une gricia. Tu vois, ça fait. En Italie, c'est simple. Hein. Tu ajoutes un ingrédient. C'est un jeu. C'est un jeu et en fait, tu as ta recette. Après, il faut savoir la maîtriser, il faut savoir la lier. Donc, ça, c'est plus les plus compliqués, comme je disais tout à l'heure. C'est les plus difficiles, c'est ça. C'est aller faire quelque chose de simple, mais que ce soit vraiment tellement juste et bon. J'aime bien quand tu dis je veux faire une cuisine égoïste parce que quand on cuisine, moi en fait je suis chef et je suis chef privé, je suis chef à domicile. Et j'ai des clients qui me disent, pour nous faire, quand je leur demande un menu, je fais des menus sur mesure et je leur dis voilà, qu'est-ce que vous souhaitez? Mais en fait, faites-vous plaisir parce que si vous vous faites plaisir, vous allez nous faire plaisir. Ah ben complètement. Et je trouve que ça, c'est très joli et c'est aussi un amour qu'on donne vers eux parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui résonne dans notre assiette et derrière, ça va rayonner. Bien sûr. Ils vont recevoir l'émotion et l'intention. Complètement. Et après, c'est surtout si tu as des clients fidèles, parce que ça, tu l'as Bien avec sûr. des clients fidèles. Bien sûr. Les clients one shot, ils vont aller sur du sûr, ils vont te dire on va manger du riz de veau, on va manger un bar. Ouais. Et après, tu vas faire ta recette, bien évidemment. Mais... Combien de couverts à Aïda? Ida, tout petit, 28 couverts, 28 places assises. Donc là, j'ai vu que vous aviez fait des travaux, ça a Oui, ouvert. c'est Christophe Bro, agence Bro. C'est un très bon copain qui a repensé Ida et on a fait 5 mois de travaux l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est transformé. Ida a pris de la maturité. On voit vraiment ces lieux qui a été transformé avec ces notes de noblesse, avec cette logique, cet arbre magnifique. On dirait qu'on mange vraiment sous un arbre avec cet effeuillage au plafond qui représente un peu les feuilles de ma région de Calabre, des citrons bergamotes, des réglisses d'olivier. Et après, tu as ces drapés à côté sur les murs qui représentent un peu l'envolée du restaurant, mais aussi l'envolée, tu sais, du linge que tu vois en Italie dans les ruelles, exactement. Et en fait, cette maturité, du coup, de décoration que tu as voulu, l'évolution, elle correspond à ta maturité, toi aussi, en tant que chef, dans les produits, dans l'appréhension de ton métier? Complètement. Alors, quand tu démarres, malheureusement, tu démarres avec peu de moyens. Et donc, tu arranges, tu fais ta déco toi-même, tu bricoles. Mais effectivement, au fur et à mesure, quand tu grandis, quand tu commences à... Ida, j'avais fini de payer le crédit, donc je pouvais réinjecter de l'argent et demander un nouveau crédit pour faire des travaux, c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 10 ans, ça méritait un coup de fraîcheur. Et du coup, tu fais des choses plus à ton image. Tu vas chercher vraiment le sens. C'est ça, en fait. Hein. Chercher un sens à tout. Et aujourd'hui, je suis obsédé par l'authenticité. C'est-à-dire qu'au début, j'allais créer des recettes. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux prouver. Mais tu le vois aussi dans mes livres de cuisine. Hein. Mon premier livre de cuisine, c'est... je te montre que je sais faire. Je te montre que c'est un peu... Je veux imposer ma marque. C'est ça. Je veux montrer aux autres que je sais faire, entre guillemets. Et au fur et à mesure, tu te détaches de ça et tu dis, non, mais en fait, le vrai sens, c'est transmettre. Le vrai sens, c'est ça, c'est de laisser quelque chose avec beaucoup d'humilité, mais laisser quelque chose que tout le monde peut reproduire. Tes équipes, les personnes qui sont à la maison. Il y a un vrai chef, c'est quand tu arrives dans un restaurant demain, tu ouvres les frigos et tu sais les produire. Alors, certes, il y aura toujours quelques différences parce qu'on n'est pas tous fait pareil, mais tu peux reproduire la recette parce que c'est lisible. Chose que si c'est trop compliqué, il n'y a que toi qui peux la faire. Et après, tu veux que ce soit compliqué aussi pour mettre main basse. C'est ça. Pour que justement, tu gardes aussi le contrôle. Bien sûr. Et ton parcours, c'est quoi exactement? Ton parcours, tes diplômes ou pas, peu importe, mais ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, j'ai commencé mes études en Calabre jusqu'à l'âge de 13 ans, donc au collège, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait l'école hôtelière chez mon père, dans l'Italie, sur le lac des Gardes. Et j'avais mon père qui était à l'école, sauf que comme était mon papa, il ne pouvait pas m'enseigner directement. C'est une loi en Italie, les parents ne peuvent pas enseigner aux enfants. Mais quand même, il arrivait dans les classes, il était capable d'aider tout. Mon papa, il était très, très dur, d'éducation à la dure. Mais c'est lui qui m'a appris aussi
au respect. Tu parlais de rigueur aussi. Ah ben oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé cette pression que j'ai trouvée partout, même en France ou ailleurs. Le fait d'avoir des difficultés, de ne pas comprendre la langue, ou peu importe. Bien sûr. C'est des challenges, je les vois comme des challenges, et donc du coup, ça m'anime. Et c'est grâce à mon père que j'ai ça, en fait. Donc j'ai eu cette éducation dure. Il m'a jamais dit je t'aime. On a commencé à le dire il y a quelques années, donc c'est ça qui est chouette, c'est que notre rapport aussi a changé et évolué. Comment il s'appelle ton papa? Francesco. C'est vraiment vrai. Il n'y a pas de doute. À vrai de vrai. Et moi, je m'appelle Denis, tu sais pourquoi? Parce que ma soeur, elle a 12 ans plus que moi, et elle regardait Denis la Malice à l'époque. Oui. Et du coup, elle a dit à mes parents, on l'appelle Denis. Et en fait, je pense que ton prénom, mine de rien, il te trace ton schéma. C'est pour ça que j'ai toujours voulu être à l'étranger, parce que j'avais un prénom qui était fait pour aller travailler ailleurs. Voilà, donc après cette école-là, Venise, Perbellini, Imola, Mauro Cola Greco sur la Côte d'Azur en 2008. J'ai été aussi en Espagne, à Cheikh d'Acosta, pendant une petite année, où j'ai appris l'espagnol. C'était une belle expérience aussi. J'ai toujours eu soif à apprendre des langues. Je trouve ça tellement beau quand quelqu'un puisse parler, communiquer facilement avec sur n'importe quel voyage. En fait, c'est un lien, ouais. Et après Paris, je suis arrivé à Paris en 2010. Et depuis, je suis plus parti. Au début, quand je suis arrivé à Paris, je me rappelle, je dis, waouh, c'est grand. J'étais juste à d'enfer au chaud. Je dis, waouh, c'est géant et tout. J'étais peut-être à un 10e ou à un 20e de Paris. Et non, je me suis beaucoup baladé à pied au début et j'ai trouvé beaucoup de charme. C'est vraiment la ville par excellence pour la gastronomie. Même s'il fait pas beau, qu'il fait gris tout le temps, mais l'inspiration. Il y a une énergie. Souffle, en fait. Il y a une énergie, oui, tout à fait. Il y a une énergie. Il y a vraiment quelque chose. Et même les Français, pour moi, c'est les meilleurs clients du monde. Alors, certes, c'est des râleurs, comme tu as dit tout à l'heure, mais les Français, c'est quelque chose, c'est qu'il a c'est des gourmets. C'est des gourmets. Ils peuvent manger du sushi lundi, mardi pizza, mercredi gastro, jeudi italien, vendredi japonais. Et en fait, ils ont un vrai palais. Et c'est des vrais connaisseurs. Et même au niveau du vin. Ils connaissent, même les vins italiens, moi je le vois chez moi. Encore ce midi, j'étais en service, je fais goûter à Montepulciano d'Abruzzo, un client me dit je voulais quelque chose de plus corsé. Donc j'amène un Nero d'Alba de Sicile, je dis c'est exactement ça que je voulais. Donc tu arrives à comprendre aussi c'est que les personnes volent parce qu'ils savent déjà plus ou moins. Alors c'est drôle parce que ma prochaine question, je voulais justement t'interroger sur les expériences clients. Est-ce que tu as des expériences avec des clients qui t'ont particulièrement touché? Évidemment, je n'ai plus qu'une. Tu as le droit d'en donner 3 si trois. tu veux. 3. Écoute, alors, j'ai un très bon client que j'adore et j'affectionne beaucoup. Il s'appelle Hamid Gavi. Et ce mec, il met vraiment de l'amour partout. C'est-à-dire que j'adore cuisiner pour lui parce que dès que tu le vois, tu as envie de lui faire un hug, un câlin. Et il a toujours les bons mots de justesse. Il a toujours la bonne confiance aussi pour réaliser. Il n'est pas du tout dans la gastronomie? Pas du tout, il est avocat. Non, c'est un très grand avocat parisien. Et j'adore parce qu'il a toujours, il sait toujours quoi dire, quoi faire et comment te motiver, quoi. Donc c'est génial. Donc un vrai soutien aussi. Un vrai soutien psychologique, je dirais, et émotionnel. Et après, dans les compliments, voilà, des clients, par exemple, je reviens demain, j'ai tellement aimé que je reviens demain, ça c'est un super compliment. Dès qu'on revient, c'est déjà quelque chose. D'un compliment le plus farfelu, par exemple, il y a une femme, une fois, il y a quelques années, m'a dit, j'ai eu un orgasme en mangeant ton plat. Alors, c'était quel plat? On veut savoir. On veut savoir. C'était des raviolis aussi, c'était un tableau de raviolis coloré avec plusieurs condiments, capre, olive tajasque, chou-fleur, pickles, avec une farce d'elpline. C'est du bœuf braisé à l'intérieur. Et après, j'ai eu un client qui est un chef, il y a quelques mois, qui est Aston Blumenthal de Londres, 3 étoiles Michelin, les Fatdak, restaurant Fatdak, qui vient manger chez moi. Il me dit, Danny, how are you? Et on commence à parler, il me dit, j'ai un challenge pour toi, j'ai un défi pour toi. Je dis, dis-moi, chef, avec plaisir. Ce soir, je veux commencer à manger à l'envers. Je dis, c'est-à-dire, déjà, tu m'envoies l'addition, et après, je veux le café. Je veux les mignardises, le dessert. Tu l'as fait? Évidemment, c'était un challenge incroyable, c'est beau. drôle. Le faire manger au contraire, c'était très beau. Donc c'est ça aussi pareil, tu vois, quand tu finis le repas par les canapés et le champagne, c'est quand même rigolo. Elle dit je me suis régalé, ça c'est le plus beau compliment. En fait, ce qui est génial, c'est quand tu rentres dans ton restaurant, tu ne sais pas ce que tu vas trouver pendant le service. Ah non, c'est ça le beau de ce métier. Bah bien sûr. C'est ça que chaque journée oui. n'est jamais la même.
Parce que même après, alors est-ce que tu as déjà eu un service, j'imagine, très compliqué? Est-ce qu'il y a eu un gros truc qui est arrivé pendant un service et tu t'es dit, ça va tout déstructurer et finalement tu t'en es sorti? Alors, tu t'en sors toujours parce que tu les mets tout à plat et tu te rebases et tu sors toi en salle. Alors, c'est ce que je dis toujours. Hein. Si tu te braques et que tu prends peur et que tu t'effaces, tu subis le service. Il faut respirer. En fait, un service, c'est la tranquillité, c'est comme une chorégraphie. C'est ma femme qui m'a appris ça, tu vois. Chorégraphier un service, c'est être détendu, relaxé. S'il y a un problème, tu vas toi-même résoudre les problèmes. Les clients ont besoin de te voir. Madame, vous n'avez pas aimé, il y a eu un souci dans votre assiette, est-ce qu'on vous l'aurait fait, vous n'êtes pas contente, je vous invite, allez-y, désolé si vous n'avez pas passé un mauvais moment, c'est déjà arrivé, hein, ça arrive, au moins une fois par an, il y a quelqu'un qui n'est pas content, ou qui n'a pas aimé, ou peut-être qui se sont pris la tête à table avec les autres convives, et j'ai eu même des personnes qui sont venues manger, sont parties sans payer, t'en as plein des situations, t'en as plein. Et comment ça se passe dans ce cas-là? T'as réussi à les choper ou pas? Alors, il y a plusieurs cas. Il y en a un cas, par exemple, c'était une dame qui avait 65 ans, plus ou moins. Elle vient déjeuner et à la fin du repas, elle me dit « Désolé, j'ai pas l'argent pour payer. » Donc, donc, du coup, elle a dit « Madame, vous êtes toute seule, je vous offre le repas. » Et après, tu sais que... C'est gonflé? Oui, mais au moins, c'est assumé. Oui, bien sûr. Après, j'en ai eu d'autres qui ont fait semblant de mettre 10 euros sur la table. Genre, j'ai payé en espèces, après elle part, mais tu ne le rattrapes plus. C'est-à-dire que l'addition était peut-être 60 euros, il a mis que 10, il manque 50. Et tu as vu que le billet de 10, donc le serveur, il dit, bon, il a laissé les espèces sur la table, donc c'est bon, tu ne vas pas contrôler tout de suite, tu vois. Et après, j'en ai eu d'autres. J'ai eu des mafieux calabrés qui sont venus manger chez moi, qui n'ont pas payé l'addition, qui m'ont laissé un ticket en disant, si les chefs ont un problème, qu'ils nous appellent. C'est drôle. Voilà, c'est quand même rigolo, quoi. T'as plein de situations comme ça. Je pourrais te raconter tellement d'anecdotes là-dessus. Parfois, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Même ça, je l'avais jamais vu. Il y a des choses, parfois, qui t'arrivent, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, mais le coup des mafieux, c'est quand même très, très beau. Ouais. Et vous êtes combien dans la brigade? Alors, parce que la cuisine est assez petite. Tu parles d'Ida? Ouais. Ida, ils sont. Actuellement, il y a Victor, Maria, Roberto. Les plongeurs, Héloïse et Sixtine qui chapeaute un peu tout après, donc, mais beaucoup chez Ida aussi. Et après, voilà, il y a moi qui fait la navette entre les restaurants. Je dirais 8 chez Ida, 18 chez Iskia, avec les services ici. Avec le service, ok, d'accord. 18 chez Iskia avec les services, 22, 23 chez Malraux. Et 7 chez Epoca. Et après, si tu prends les consultings aussi, avec ça fait plus de 100 personnes si tu calcules aussi les consultings à côté, quoi. Et grosso modo, tu passes partout toutes les semaines? Alors, Ida et Iskia, beaucoup. Malraux, j'y vais normalement les samedis soirs ou les mardis soirs. Et par exemple, demain soir, j'y suis. Sinon, Iskia et Ida sont vraiment à côté de chez moi. C'est là où je suis le plus. C'est aussi mes deux bébés qui m'appartiennent à 100%, entre guillemets. Et Epoca et Malraux, j'ai des associés qui sont sur place. Il y a Axel qui est mon associé chez Malraux qui travaille toujours là-bas. Et il y a Angelo qui est chez Epoca qui gère lui tout de même. Après, dès que nous on a des groupes WhatsApp, dès qu'on a des clients vie privilégiés ou des gens qu'on connaît, ou demain tu viens manger chez Epoca, chez Malraux, il y a Cécile qui me met dans l'agenda, il faut passer dire bonjour, il y a telle personne qui veut te voir. Et donc forcément, dans mon agenda, je sais où aller. Super. Voilà. Et par rapport à la gastronomie française, c'est quoi les 3 plats phares de la gastronomie française? Les 3 plats phares de la gastronomie française. Ouais. Alors, pour toi, qui sont vraiment les indémodables, les incontestables? Alors écoute, il y a un plat que j'ai détesté, qu'aujourd'hui j'adore manger, c'est le foie gras. Et quand je suis arrivé en France, j'ai dit merde, excuse-moi, comment on peut manger des escargots et du foie gras? Attends, c'est pas possible. Et au fur et à mesure. Il y a les grenouilles aussi, si tu veux. Ah, j'adore maintenant. Ah oui. Voilà, aujourd'hui, j'ai kiffé les escargots, j'ai kiffé les foie gras et aussi les grenouilles. Mais mes parents, ils les mangent pas, par exemple. Ils n'arrivent pas. Et je pense que c'est culturel, ça devient logique. C'est comme si des moments on te fait manger des sauterelles, tu vois. Tu te dis, ah non, je mange pas les sauterelles, mais au fur et à mesure, peut-être tu vas apprécier le faire. Il faut juste s'efforcer un petit peu au début. Et après, moi, il y a des plats qui me passionnent, c'est la soupe à l'oignon. Ça, c'est un plat c'est bon, c'est réconfortant. D'ailleurs, j'en ai fait même une recette en Italie. Tu sais, je cuisine beaucoup pour Gelo Zafferano. C'est un peu comme Marmito en France. Et j'ai fait les recettes françaises en Italie, donc c'est drôle. Et la soupe à l'oignon, c'était une des recettes que j'adore énormément. Il y a la blanquette de veau.
Ah. Ça, c'est gourmand, bon, réconfortant. Voilà, et le foie gras que je t'ai dit tout à l'heure, c'est... Et donc, est-ce que ça, tu l'as revisité chez Ida ou Si, Sia? les foie gras, j'adore l'utiliser aussi dans les pâtes. J'ai fait des raviolis farcis au foie gras dans un bouillon de canard légèrement vinaigré. Ça, c'est très, très bon. Et là, on est en pleine période, donc c'est parfait, tu vois. Bien, parfait. Quelle est ta Madeleine de Proust? Alors, moi, j'adore les plats de réconfort que faisait ma maman. Il y en a un en particulier, ce sont les gnocchis avec sauce tomate et scamorza. La scamorza qui est chouette, c'est une mozzarella qui est fumée. C'est très très bon. Et dès que tu l'as fait un petit dé, tu la mets dans la sauce, à l'enrobage, elle commence à devenir un peu élastique, filante. Et moi, j'aimais bien parce que quand tu sers du grand plat vers l'assiette à table, tu laisses un peu des fils salir un peu les bords d'assiette et tout. Et juste ça, juste voir ça, l'image, ouais, c'est le souvenir. Après, tu as le goût, les parfums, les odeurs. Chez nous, c'est manger, c'est plus qu'un truc, c'est plus que quelque chose de primaire. Pour nous, c'est vraiment une culture. C'est un moment indispensable. C'est là, la table chez nous, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est là où tu prends toutes les plus grandes décisions. Et tu parles, maman, j'ai changé de boulot, papa, j'ai une nouvelle copine, j'ai quitté mon mec, j'ai acheté ça. Et tout est à table. Et tu en discutes à table et tu raisonnes à table. Et pourtant, tu as une petite famille. Attends, tu as eu qu'une sœur? J'ai une sœur, Ida, ouais. C'est tout. Et ma mère, mon père sont toujours là. J'ai de la chance qu'ils soient encore là. Et pour autant, tu vois. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'on pense tous que nous, les mecs, en Italie, on est des machos. Certes, on a un caractère qui n'est pas facile pour les êtres italiens, mais à la maison, c'est la femme qui décide. À la maison, c'est la maman, c'est le matriarcal, c'est elle qui. Bon, aujourd'hui, on le voit avec la Meloni en Italie, la présidente. Tu as ce pouvoir décisionnel qui est plus des sagesses. Ça a plus des émotions. Donc, c'est elle qui a le dernier mot à la maison. Même si parfois tu peux être contrarié ou autre. Mais voilà, quoi. Intéressant, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton réfrigérateur, Denis? Alors, ça c'est une très bonne question. Il y a toujours du grana padano chez moi. Parce qu'avec ça, tu peux tout rattraper. C'est un fromage, c'est à pâte dure qui est à Lombardie. On peut vous faire comprendre, c'est un peu comme un parmesan. C'est produit qu'à Lombardie et aussi dans d'autres petites régions à côté. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le marier avec tout. Et c'est quelque chose que tu peux manger même tout seul. Ce qui est chouette aussi, c'est que vu qu'il est affiné longtemps, les lactoses qui est à l'intérieur se transforment en protéines. Donc même les gens qui ont l'intolérance au lactose peuvent manger du grana padano. Tous les plus grands sportifs consomment au moins 100 grammes de grana padano par jour parce que c'est très protéiné. Et après, dans les associations, tu peux le mettre sous des pâtes, aux entrées avec des carpaccio, dans les salades. Je n'ai même fait une glace pour un concours de cuisine. Et donc, non, tu peux le marier partout. Super. Et justement, tu parles de ta carte, petite carte, j'imagine? Chez Ida, petite carte. Ouais. On a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Chez Ischia, on a une carte beaucoup plus grande. On a environ 8 entrées, 5 pâtes, 4 plats. On a toujours les petites pizzettes ou pas? Oui, toujours. Ah. Toujours. Chez Ischia et chez Malraux aussi. Des pâtes différentes. Chez Ischia, c'est plutôt pizza fine romaine. Chez Malraux, c'est plutôt napolitaine. Chaque endroit, c'est un peu ses spécialités. Je déteste faire les mêmes choses parce qu'après, tu prends de la nuit, toute la nuit et en puis, fait. Du coup, l'identité, elle a du mal à être lisible. On revient encore Exact. à ça. Exact. Et en même temps, comme dans chaque restaurant, j'ai un chef, un directeur et une équipe, ils ont aussi leur libre place de création. Et ils ont une ligne de conduite à suivre, bien évidemment, mais par rapport à la saison, par rapport à nos recettes, par rapport à la structure du plat, comme il doit être fait. Mais après, ils peuvent jouer comme ils veulent. Le tiramisu, par exemple, qu'est-ce que tu peux me proposer comme recette un peu dingue? Alors, soit tu fais une recette classique, comme on le fait chez Epoca depuis la nuit des temps, soit tu peux l'élaborer et transformer selon tes envies. Alors, parfois, les puristes du tiramisu diront non, ça s'appellera plus tiramisu parce que tu changes, tu lèves le café. Mais pour les enfants, par exemple, si tu as des enfants qui n'aiment pas le café, moi j'aime bien imbiber les boudoirs dans une tisane ou dans un thé, par exemple. Si tu es en ce moment, il y a quoi? Il y a ananas mangue, par exemple, on est sous les fruits exotiques. Tu peux faire une tisane tilleul, citronnelle. Tu imbibes tes boudoirs dedans, tu fais ta crème des mascarpone. Et après, en passion même, exactement. Et après, tu peux mettre dedans, dans la crème mascarpone, tu peux mettre un peu de jus de passion. Moi, j'adore, je fais pas au café, moi je fais à l'amaretto.
L'amaretto, c'est très Alors, bon. pas pour les enfants, bien du coup. sûr. Ou alors, je fais un sirop à l'amaretto. Ah, si on les met, c'est Du encore coup, bien. l'alcool Oui, évidemment. s'enlève. Et... C'est ça. puis, C'est encore mieux. J'adore. Il y a quand même un choix énorme. Ah, tu dans peux. C'est comme la musique. Hein. On a un métier qui est magnifique parce que tu peux élaborer plein de choses. Des gammes. T'as raison, c'est une belle analogie. Et comme ça, tu peux faire pour tout le monde. C'est universel. C'est un langage qui parle à tout le monde. Très beau. Si tu pouvais dîner avec une personnalité décédée, ce serait qui ? Connue ou pas connue, fictive ou pas fictive ? Écoute, ça c'est une bonne question. En vrai de vrai, je te dirais Jésus. Ah bah, prenons Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'on lui ferait à table à Jésus ? Écoute, À manger. déjà j'aimerais bien faire la dernière tablée avec les apôtres Les et tout. apôtres, très bien. Non, Jésus, parce que je lui poserais plein de questions. Tu imagines quand même ces mecs, soi-disant, moi j'adore parce que j'adore la religion, j'ai ma forme, tu vois. Ma mère est catholique, donc elle m'a baptisé. J'étais enfant de Il est né cœur. il n'y a pas longtemps, c'était Noël il n'y a pas longtemps. Exactement. Et en fait, tu t'es dit, ce monsieur-là, il a quand même vécu il y a longtemps, et pour autant, on perche encore aujourd'hui sa parole. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait rien. Et un jour d'aujourd'hui, c'est quand même les mecs qui... le selfie de Jésus. Les plus connus au monde, c'est lui, en vrai. Les mecs les plus connus au monde, c'est lui. Et surtout, on croit à lui, et il y en a un paquet. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, j'aurais plein de questions à lui poser à ce sujet. Quoi. Comment t'as fait ça quoi. Très bien. Tout juste. Qu'est-ce que je lui ferais à manger et, Qu'est-ce qui lui plairait à ton avis ? moi, je pense qu'il y a des bonnes pâtes simples, juste ail, huile, piment. Ça pourrait faire l'affaire. Simple, efficace, légèrement relevé pour éveiller les papilles. Sinon, je dirais même poutargue et citron, tu vois. Artichaut, poutargue, citron, artichaut. En plus, si on pense à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas tous ces ingrédients-là. Donc, Tu lui on ferais va au découvrir. simple. Oui, mais Tu lui ferais exactement. découvrir. Exactement. Tu lui ouvrirais son palais. C'est ça. J'adore l'idée. Et du coup, dans ta carte, tu te fixes à chaque fois, il y a pizza, pâtes ou pas du tout ? Oui, on a une Viande, une charte, poisson ? oui. Ouais, une charte. Une charte à suivre. Il y a toujours, alors j'évite au maximum les cochons. Il y a que les carbonara qu'on fait à base Pour des cochons. les intolérances ou les allergies Oui, non, ou mais les contraintes ? j'ai une grosse clientèle des juifs et des musulmans qui viennent manger chez moi. Donc, Bien du sûr. coup, j'évite énormément. Même, j'ai supprimé ça des gélatines aussi, des tout. Hein. Je parle pas forcément du produit animal, mais tous les dérivés aussi. Et du coup, non, je vais plus vers le végétal, entre guillemets. Donc, tes panna cotta, tu les fais avec quoi ? C'est gélatine à base végétale. Ok. Avant, il y avait aussi gélatine à base des poissons, mais c'est pas pareil. Végétal, maintenant, tu as des belles choses. Et sinon, tu as les algues aussi qui peuvent faire aussi l'affaire. Et sinon, sur la carte, j'adore les légumes. Et surtout en Italie, tu sais, nous, on mange les antipasti. Les légumes marinés, ouais. C'est ça, légumes marinés et tout ça. Et du coup, ça, j'en mets énormément partout. Et après, les pâtes, pareil, tu peux kiffer sans ajouter trop de viande au poisson. Après, selon la saison, tu vas faire des pâtes coquillages. Tout ça, c'est dans les vongole en été. Sinon, tu peux faire des choses un peu plus simples, les cacio e pepe, comme je disais, ou d'autres types de pasta. Et il faut toujours quand même, soit un poulpe, soit une gambas. Il faut toujours un filet de poisson avec écailles. Donc, ça peut être de la dorade, du bar, de la sole. La sole, tout le monde peut la manger, entre guillemets. Et après, en viande, pareil, il faut toujours une viande braisée. Ça peut être une joue de bœuf, ça peut être un paleron, ça peut être une volaille confite, etc. Et aussi une viande grillée, un filet, un contre-filet, un T-bone, un L-bone, ça peut être une côtelette à la milanaise, ça peut être... voilà. Et en fait, c'était fait déjà une grosse variété. Et après, pareil, nous, on a un gros chapitre dans tous nos restaurants, c'est les pastas. Et tu as la pâte sèche, la pâte fraîche, les gnocchis, les risottos. Donc, chaque ligne, c'est un plat. Alors, le risotto, par exemple, quand j'ai démarré les mois de janvier dernier chez Ischia, on faisait un risotto safran à la milanaise, avec l'ajout de bœuf braisé dessus. Après, il y a les asperges qui sont arrivées. Donc, on a fait asperges et cressons. Après, il y a les petits pois qui sont arrivés. Donc, on a fait riz et bis aux petits pois. Après, on a fait la courge et gorgonzola au mois d'octobre. Et en fait, tu déclines ton risotto selon la saison. Là, en ce moment, il y a la truffe, par exemple. Et pareil pour les pâtes fraîches. Donc, les pâtes fraîches, tu changes la farce. Alors, plus tu vas vers l'été, plus tu as des farces à base des poissons, à base des langoustines, par exemple. Plus tu t'approches vers l'hiver, tu vas faire des viandes braisées comme farce.
la farce du pline ou autre chose. Donc, tu as ta technique des bases, ton plat, donc pâte fraîche, mais après, tu t'amuses dessus et tu changes selon la saison. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Ben génial, oui. c'est que tu t'amuses. Quand je disais les chefs ont leur créativité, oui, leur créativité, mais vous avez un risotto à faire selon la saison. Tu vas pas faire un risotto en mélangeant la châtaigne et le petit pois. C'est deux saisons complètement différentes, tu vois. Donc c'est pour ça que tu peux cadrer ton équipe et ils peuvent quand même s'amuser parce que tu as donné un cadre, des règles. Super. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit jeu de rapidité. Oui. Donc, tu choisis, en fonction de tes goûts. Tu réponds tout de suite. Je sais que ça va être dur parce que j'essaie de prendre que des choses italiennes. Allez, go. On est prêts ? Vas-y. Spaghetti ou fusilli ? Spaghetti. Parmesan ou pecorino ? Pecorino. Gnocchi ou ravioli ? C'est chaud, ça. Je peux pas juger. répondre vite. Les deux en même temps. Ok. Focaccia ou polenta ? Polenta. Artichaut ou poivron ? Artichaut. J'adore les artichauts. Je kiffe les artichauts. Tomate crue ou tomate confite ? Ça, c'est une bonne question parce que moi, j'adore arracher la tomate du jardin qui est croche chaude du soleil. Et pour autant, la tomate confite, c'est l'hiver parce que t'as pas la tomate toute l'année. Donc, tu es obligé d'avoir la tomate confite ça l'hiver. faut le répéter que les tomates, normalement, là, il n'y a pas de C'est tomate. ça, il n'y a pas de tomate là. Si, t'as les tomates confites. Oui, mais c'est ça, tu les fais toi-même. En Tu les plus, fais c'est toi-même, tellement facile à Ben oui, faire. ben oui, ben oui. Vas-y, donne-nous la petite recette de tomates confites. Alors, t'en as 3 différentes recettes. La plus simple, tu prends les tomates cerises, tu les coupes en 4 et tu mets dessus du sucre glace, un petit pot de sel. Sucre glace ? Oui. Sucre glace, Bien, sel, ça. thym, ail, romarin. Tu les mets au four 90 degrés pendant 3-4 heures. Une fois qu'ils sont cuits, tu les ramasses, tu les mets dans un bocal avec un petit pot d'huile, tu les gardes soit au frigo. Par contre, si tu mets au frigo, ça va figer, mais ça peut durer encore plus longtemps. Soit tu les gardes dans ton placard. Après, tu as la conserva di pomodori. Et ça, nous, on le fait en Italie tous les mois de septembre. Tu fais cuire ces tomates San Marzano aux tomates cerises, aux tomates datterini dans une grande casserole. Tu fais cuire sans sel, sans rien. Ensuite, tu mets dans les bocaux et tu fais bouillir les bocaux et tu les mets tête à l'envers à la sortie. Et après, il faudra réassaisonner la sauce une fois que tu l'utilises en hiver. Et après, voilà, tu as aussi la cuisson technique à nous, pour les cuisiniers, c'est sous vide. Et ça, c'est pareil, tu peux les garder longtemps et c'est très bon. Ouais, donc tomate confite. Quand même. Comme confit, c'est pas mal. Ouais. Ricotta ou mascarpone ? Mascarpone. Parce qu'avec ça, tu peux tout faire. Mais oui, parce que du salé, du sucré. C'est ce que j'allais dire, tu peux mettre ça dans les sauces aussi. Même avec la ricotta, en vrai, parce qu'en Sicile, on mange les cannoli siciliens. Et c'est la ricotta, normalement ricotta des brebis, pas que des vaches, mais très bon aussi. Non, mais c'est très bon les deux. Sauf que la ricotta, je la trouve un petit peu plus salée et moins grasse. Et en plus, elle est granuleuse. Au niveau de la plaisir en bouche, la mascarpone, ça donne plutôt ses côtés bisous lactés, doux, tu vois, qui est pas mal. Bisous lactés. Bon, c'est très poétique, ça, merci. Mozzarella ou burrata ? Mozzarella. Alors, est-ce que tu peux rappeler la différence entre mozzarella et burrata ? Parce que les gens confondent. Oui, attends, il y a... Docteur Imbrosi. Alors, la mozzarella, c'est vraiment le terme des mozza, donc coupé avec les mains, l'écaille du lait des vaches. Après, tu as la burrata. La burrata, c'est le beurre de la crème, donc burrata, ça vient de là, qui est mis à l'intérieur du mozzarella. C'est pour ça que quand on la coupe, ça coule. Ça coule. Et après, si tu as la stracciatella, qui est à l'intérieur de la burrata, en fait, qui est le filament, qui est le crémeux. Ouais, c'est très bon ça, la stracciatella. Très, très bon. Polpette ou involtini ? Polpette, j'adore parce que ça me rappelle toujours ma mère. Ma mère, elle fait les polpettes d'aubergines, des viandes, des légumes. Elle fait tout le temps. Parce que ça, c'est pareil, c'est tellement facile. Tu fais une farce, tu mélanges, après tu fais les boules. Enfin, tu vois, c'est quand même... Tu mets tes épices que tu veux dedans, tu mets de l'agliopa, tu mets du persil, du pecorino. C'est ça qui donne du caractère aussi. Italie, beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Nous, on en met partout. Bah, c'est ça. L'ail, c'est... Sauf dans les desserts, peut-être. Sauf dans les desserts. Mais tu cuisines sans ail, t'es pas un vrai italien. Puis c'est tellement bon. Ouais. Saltimbocca ou ossobuco ? Ossobuco. C'est tellement bon ces plats, c'est tellement réconfortant. Pour moi, c'est les plats familiales qui transmettent les plus d'amour, quoi. Et tu fais la petite grémolata avec ? Oui, c'est obligatoire. Rappelle-nous ce qu'est la grémolata. La grémolata, c'est formidable. C'est formidable. C'est les carottes, les romalins, les zestes d'orange, tout coupé très finement avec un petit peu d'huile d'olive. Et ça, vous allez l'ajouter sur la viande d'ossobuco braisé. Ça, c'est délicieux. Et tiramisu ou panna cotta ? Tiramisu parce que j'ai été bercé au tiramisu et d'ailleurs, je pense que c'est le dessert le plus aimé au monde. Et tu peux les décliner pour les enfants, pour les adultes. Tu peux vraiment le faire comme tu veux.
Tu sais que j'ai déjà fait un tiramisu salé, en fait. Ah, ça, c'est bon, ça Ah aussi. ouais, en fait, tu fais une crème. Alors, tu prends du coup des sablés au parmesan. Ouais. Et après, j'avais fait un pesto maison, évidemment, et j'avais mélangé au mascarpone. Ah, Et donc, j'avais fait énorme. des couches comme ça. Et c'était avec Excellent. des tomates confites, Bien des sûr. aubergines confites, un petit Bah oui, truc bah oui. un petit topping au-dessus des pignons torréfiés. En fait, c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est J'adore. d'être libre. J'ai faim. Je te ferai Avec plaisir. le jour où je vais cuisiner Avec pour plaisir. Denis Moisy, mon Dieu. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci Je à crois toi. que ça se termine. Déjà? Ouais, Attends, déjà. on aurait pu En continuer encore en un tout peu. cas, tu m'as donné faim, donc je vais évidemment venir te voir. Bien Avec sûr. plaisir. Et On fera une merci. petite recette ensemble comme ça. Ah bah avec grand plaisir. Et merci en tout cas parce que ça a été très profond, à la fois très appétissant et très profond. Ouais, Donc, merci à toi. merci beaucoup. C'était un plaisir. Et à très vite. Ciao ragazzi. Ciao. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.